Michael, c'est Mama pour une nouvelle émission de Catava, l'émission consacrée à l'actualité du livre. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Michael Benilouche. Bonjour. Bonjour Yael. Alors on va parler livre parce que c'est notre émission, mais on va aller droit dans une série télé et surtout Michael Benilouche, on va parler de droit pénal, de procédure pénale, de crimes, de meurtres, de violences, de tout ce qui fait un peu notre quotidien et notamment notre quotidien télévisuel, mais pas uniquement. Avant cela, Michael Benilouche, l'usage c'est que l'auteur se présente, nous dise en quelques mots ce qu'il est, ce qu'il fait, même si on va vite le savoir quand on va parler du sujet. Alors comme vous l'avez dit, donc je suis Michael Benilouche, je suis maître de conférences des universités et également je suis directeur des études d'une structure qui s'appelle Subbarreau qui prépare l'examen d'avocat. Et là les étudiants sont justement en train de passer leurs oraux, donc c'est le tout dernier moment, donc je leur souhaite bonne chance. Voilà. Alors maître de conférences en, peut-être qu'il faut nous en dire, en droit pénal évidemment, ça vous paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément. Oui. Droit pénal et procédure pénale, ce sont mes matières de prédilection. D'accord, vous êtes tombé dedans tout petit, Michael Benilouche? Je suis tombé dedans tout petit, c'est-à-dire que dès la deuxième année de droit, j'ai eu un enseignant qui était exceptionnel, et puis par la suite, toute ma volonté m'a poussé vers le droit pénal. J'ai fait un master 2 en droit pénal, et ensuite, quand il a fallu choisir, et j'ai pas vraiment choisi entre l'avocature et l'enseignement, c'était évident que je ne pouvais faire que du pénal. J'ai essayé d'autres matières, j'essaie d'autres matières, mais je m'y ennuie quand même globalement prodigieusement. Alors, ça vous semble sans doute évident, mais est-ce qu'on peut dire ce que c'est? Parce que non seulement, on s'adresse à nos auditeurs dans leur sens le plus large, et puis dans cette émission, on parle pas souvent de droit. Oui. Nous dire en 2 minutes, en 2 mots, ce que c'est que le droit pénal, Michael Benilouche. Le droit pénal, à quoi s'intéresse-t-il? Le droit pénal s'intéresse en fait finalement aux origines de la société. C'est-à-dire concrètement, on peut partir aux 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point le bien d'autrui. C'est ça, on a la plupart des infractions qui sont déjà comme ça dans les 10 commandements. Par la suite, bien évidemment, chaque société se crée un certain nombre d'infractions. Mais l'essentiel du droit pénal, c'est vrai, tourne autour de ces infractions qui sont des infractions globales, génériques, comme le meurtre, le vol, le viol, et finalement toutes ces infractions-là. Et d'autres infractions, entre guillemets, moins graves, les vols, l'appropriation des biens d'autrui, ça aussi c'est du droit pénal. Oui, tout ça c'est du droit pénal. Alors, dès qu'on commet une contravention, même se garer mal, c'est du droit pénal, mais moins intéressant. Alors votre livre s'appelle How to Get Away with le droit pénal. C'est un manuel à l'usage d'eux et à l'usage de qui est votre cible dans ce livre, Michael Benilouche? Alors ma cible naturelle, en tout cas initiale, c'était les étudiants. Voilà, c'est des étudiants ou des futurs étudiants ou des personnes intéressées au droit. Finalement, au fur et à mesure que j'écrivais l'ouvrage, j'y ai inséré différentes parties pour que on puisse s'y retrouver, que l'on soit étudiant en droit, que l'on s'intéresse au droit ou même que l'on soit passionné par la série. Pour se poser une question qui est simple, c'est-à-dire cette série est-elle ou non crédible? Alors, on ne l'a pas encore dit, on parle d'une série qui s'appelle en France Murder, qui s'appelle aux États-Unis How to Get Away with Murder, et qui veut dire... Comment s'en sortir avec un meurtre. Mais c'est aussi une expression, c'est-à-dire simplement comment s'en sortir quand on est véritablement dans la panade. C'est ça véritablement. Oui, puisque to get away with en anglais, c'est s'en sortir tout court. C'est ça, exactement. Alors, cette série, elle est donc diffusée en France, et vous allez trouver Michael Benilouche autour de pratiquement chacun des épisodes, et même parfois dans le même épisode, matière à... Alors, je sais que c'est pas exactement ce que vous voulez faire, vous parlez d'une démarche scientifique, mais en réalité, une espèce de comparaison entre notre droit et le droit américain, parce que je crois que beaucoup de gens se demandent en regardant des séries américaines, est-ce que ce serait possible en France? Est-ce que ça se passe comme ça ici? C'est exactement ça l'objet. Et en fait, l'objet, alors j'évoque une démarche scientifique parce que véritablement il a fallu faire des recherches. L'ouvrage a été long à accoucher, mais la difficulté, c'est pas véritablement une difficulté, c'est par rapport aux étudiants. Mes étudiants, quand je les découvre, en deuxième année, ils découvrent le droit pénal, ils s'attendent à plein de choses. Et finalement, dans un cours, on va dire classique, ils ne rencontrent pas ces différents aspects. C'est-à-dire que même dans les origines du droit pénal, c'est pas... Souvent, les étudiants viennent au droit et au droit pénal grâce aux séries télévisées américaines.
non même pas aux séries télévisées françaises. Et ces séries télévisées américaines, eh bien même parfois elles prennent quelques largesses avec le droit américain. Avec le droit américain, oui. bien sûr. Alors vous le dites d'ailleurs, hein, les personnes qui le pourraient intéresser sont donc, vous l'avez dit, les juristes, les fans de la série, tous ceux que les faits divers fascinent, les sociologues, les psys, les curieux, les malins, les menteurs, les amateurs de polar. Vous dites aussi évidemment avec humour les futurs criminels. Oui. Bref, et c'est ça aussi, Michael Bennilouche, tous ceux qui pensent qu'il n'existe pas de frontière étanche entre la culture au sens noble du terme et la culture pop. Ah oui, ça enfin, c'est quelque chose qui est particulièrement délicat à expliquer. C'est-à-dire quand on explore ce type d'axe de recherche et qu'on se dit, voilà, je vais essayer de démocratiser un petit peu le droit, parce que c'est vrai que l'ouvrage, il y a des notions qui sont des notions juridiques. Mais par le biais de Twitter, j'ai énormément d'échanges avec des personnes qui ne sont pas du tout juristes, qui me disent... On a été passionné par la série, on est tombé sur le bouquin par hasard, et là, du coup, les choses deviennent plus claires, plus simples, plus compréhensibles. Ça, c'est tout à fait intéressant. Se cacher derrière un verbiage technique, pour le juriste, vraiment, c'est une dérive qui est une dérive ici qui, quelque part, est blâmable. Alors, si on devait dire pourquoi, Michael Bennilouche, c'est cette série qui vous sert de creusot, pourquoi ? De creuser, pourquoi ? Parce que c'est une série qui n'a pas de morale. C'est-à-dire qu'elle ne délivre pas une morale particulière. Quand bien même on a commis un meurtre, on doit pouvoir s'en sortir. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ? C'est assez intéressant par rapport notamment à cette génération actuelle, qui en a peut-être un peu assez aussi des jugements moraux à l'emporte-pièce qu'on peut leur donner. C'est une façon aussi de valoriser leur forme de culture. Parce que plutôt que de leur dire quand ils arrivent en première ou deuxième année, moi, je suis venu à cette série pour essayer de me mettre au niveau des étudiants. J'estime pas que c'est à eux de se mettre à mon niveau. Alors, il faut le dire, hein, cette série, elle met en scène une prof de droit pénal. Noire, hein, ça a une importance aussi dans la série, etc. Charismatique, bon, qu'on aimerait peut-être avoir dans nos amphis ici, hein, parce que on peut dire qu'elle donne le goût du métier, et qui donc elle enseigne et elle est dans les prétoires puisqu'elle est aussi avocate. Elle a une double vie qui est pas une double vie, c'est la même vie, mais elle passe de l'un à l'autre, de l'amphi à la salle d'audience. Ouais, c'est tout à fait intéressant et puis surtout on peut en tirer quand même un grand nombre d'enseignements. Elle est avocate, elle est noire, elle enseigne. Elle est femme. Et on sait que le milieu des avocats est un milieu, enfin vous le savez beaucoup mieux que moi, qui est un milieu qui est misogyne, où il y a également un certain nombre de préjugés. Je pense que c'est pas la peine de développer ces différents types de préjugés, mais finalement, qu'on soit noir ou qu'on soit juif, ce même type de préjugés est susceptible quand même parfois de s'appliquer. Oui, peut-être. Parfois, donc parfois. Alors donc elle a cette double casquette et donc la série met en scène donc un groupe d'étudiants qu'elle a recruté un peu parmi les plus brillants d'entre eux, les plus prometteurs d'entre eux, et qui deviennent donc à la fois ses acolytes, ses porte-serviettes aussi, et ceux qu'elle fait travailler sur ces cas les plus. Et c'est ça qui plaît beaucoup dans la série, c'est-à-dire qu'elle a un amour qui est un amour vache, on dirait, c'est-à-dire que concrètement, elle prend ces étudiants-là qui sont ses étudiants préférés, donc au tout départ, elle les valorise. Elle les sélectionne. Et alors, ça, par exemple, dans l'université française, quelque chose qu'on fait absolument pas. Au contraire, on explique aux étudiants que, eh bien, ils sont médiocres et qu'on va peut-être les aider à s'améliorer un peu. Là, elle sélectionne les meilleurs au départ. C'est une forme de cours inversé où justement les étudiants ont à avoir des connaissances avant et ils ont un avantage derrière. Et cet avantage, c'est de pouvoir être sélectionné. Et par la suite, elle est de plus en plus dure. C'est-à-dire, elle exige d'eux, alors même qu'ils sont au début de leur cursus ou au milieu de leur cursus, elle exige d'eux déjà un travail qui est un travail effectif et concret. Alors donc, comme on l'a dit en début d'émission, Michael Bennilouche, vous allez dans chacun à la faveur de chacun des épisodes donc de la première saison. Oui. On va le dire parce que vous l'avez dit vous-même que vous spoilez. Oui, donc ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout, comme moi par exemple, il me manquait les 2 derniers maintenant. C'est tout. Je suis désolé. Ouais. Voilà. À la faveur donc de chacun des épisodes, vous allez décortiquer notre système pénal. Que vous allez confronter à celui de la série, et ça donne quoi, Michael Bennilouche ? Alors, ça donne un aspect qui est un petit peu étonnant. C'est-à-dire, moi, je me disais parce qu'on a l'impression que vous êtes parti avec une idée, puis que finalement, vous arrivez à quelque chose de totalement différent. Mon idée, c'est de se dire, pour renforcer le côté spectaculaire, déjà, le droit est différent en lui-même, mais pour renforcer le côté spectaculaire, c'est très différent. C'est très différent, c'est impossible, c'est inconcevable, etc. Bon, finalement, là où je rencontre véritablement une grande différence, c'est par rapport à la déontologie en France. Sur les aspects de déontologie, je dois dire que la série est extrêmement pauvre de ce point de vue-là. Les agissements qui sont commis n'entraînent jamais de conséquences déontologiques. En France,
j'ose espérer que tel serait le cas, et ce serait certainement le cas. On parle de connivence entre avocats, magistrats, de vol de preuves, de dissimulation, de trafic d'éléments du dossier par les avocats eux-mêmes. Complètement, les avocats entre eux ont des liaisons, se détestent, se marient, divorcent, etc. Mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Bon, ça, c'est quand même, ça poserait un certain nombre de difficultés. Par contre, par rapport aux règles elles-mêmes du droit pénal, finalement, on a une proximité. Parfois, il y a des conceptions qui sont différentes, mais on a une proximité, notamment par rapport à la preuve. L'idée de la fin justifie les moyens, mais en France aussi, la preuve peut être apportée de façon totalement illégale ou illicite, dès lors qu'elle est apportée non pas par une autorité d'investigation comme la police, qui eux, en principe, sont liés par le caractère loyal, légal de la preuve. Mais par contre, les parties privées ne le sont pas. En principe, bien évidemment, mais les parties privées ne le sont pas liées, donc on pourrait aussi transposer cette série. Finalement, la grande différence, je trouve, c'est dans le rapport au temps. Dans la série, tout se déroule selon un épisode. Et même, on sait que les procédures anglo-saxonnes sont des procédures qui vont vite. La procédure française va lentement, très lentement. Bon, avec des avantages et des inconvénients quand même. Alors, ce qu'on n'a pas dit, et là c'est peut-être un peu un clin d'œil au prof que vous êtes, Michael Bennilouche, parce que cette prof de droit va se trouver elle-même confrontée à un meurtre dans son entourage très proche. Oui. Même deux d'ailleurs, enfin un qui entraîne un deuxième, et donc elle va finalement osciller entre les trois, quoi. Elle enseigne, elle enquête, et au milieu de tout ça, et c'est la ligne rouge de cette série, c'est ce meurtre qui la concerne au premier degré. Complètement. C'est un aspect qui est assez particulier dans le rythme de la série, qui est vraiment très bien fait, dans le sens où il y a un rapport au temps qui est particulier. Il y a beaucoup de flashbacks, bon, faut suivre, par moment, c'est un petit peu délicat, faut être en forme quand on regarde cette série. Il y a plusieurs flashbacks, et justement, ces flashbacks renvoient à une personne qui a une double vie professionnelle et une vie personnelle. Alors, dans sa vie personnelle, il y a des malheurs terribles qui se déroulent, il y a des meurtres partout, des infractions qui se déroulent partout, mais finalement, c'est là aussi on peut se reconnaître, notamment pour ceux d'entre nous qui ont une vie professionnelle qui est peuplée de différentes activités, c'est d'essayer de concilier ces différents aspects avec le maintien quand même d'une vie personnelle. Bon, là, il s'agit dans sa vie personnelle quand même de faire échapper son entourage à des poursuites pénales. Alors, Michael Bennilouche, vous, donc on a bien compris que vous êtes tombé dans la marmite du droit pénal, et vous expliquez aussi, très tôt, que tout ce qui lie finalement et qui nous relie à ce système américain, c'est finalement et à ces séries, c'est presque, alors vous le dites pas comme ça, mais c'est cette violence, c'est presque cette quasi-fascination, parce que c'est pour la violence qui sous-tend évidemment toute cette série, qui prend différents aspects d'ailleurs dans la série. Ah, complètement, ça prend différents aspects. Finalement, ça prend tous les aspects possibles, imaginables. Mais ça, on s'en rend compte dès lors que de façon générale, on va avoir un public. Pour fasciner le public, pour intéresser le public, et ça marche également en amphi, on se rend compte assez rapidement que quand on utilise des exemples extrêmement significatifs qui tournent autour du sexe, de la drogue, du sang, là, à ce moment-là, on a une réaction du public. On va les chercher et ainsi de suite. On essaye de rendre les choses interactives. Donc ça, c'est un aspect qui est justement un aspect qui est essentiel, mais aussi qui reflète quand même une certaine forme de société où la violence est omniprésente. Dans cette série ou ailleurs, on trouve véritablement cette violence-là qui est présente partout, dans les rapports sociaux. Il y a quelques années, par exemple, on s'offusquait en France du fait que la violence rentrait à l'école. Mais quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on va encore plus loin ici. Donc, véritablement, cette idée de violence ancrée dans la société, c'est un élément qui, à mon sens, est commun, à des degrés moindres. Mais à des degrés moindres peut-être, ou qui s'exprime peut-être d'une manière quand même un peu différente. Oui, parce que ce que vous dites finalement, c'est que le droit pénal, c'est le prétexte de cette série, mais c'est surtout et avant tout une série sur les États-Unis d'aujourd'hui. Oui. Ça reflète véritablement une société qui est la société. C'est ce que vous disiez en ouverture du livre, finalement, c'est la culture du pays. Alors au départ, je me disais vraiment c'est la culture du pays. Et puis finalement, vous en revenez un peu quand même. C'est ça, c'est-à-dire c'est la culture du pays, mais véritablement ici, c'est la culture en fait d'une certaine forme de société, d'une certaine forme de jeunesse, et c'est là où le message il est quand même relativement universel. Finalement, dans le mode de vie de ces différents étudiants, entre eux, et les différents profils sont bien creusés ici, c'est vraiment des personnages qui sont bien travaillés. Entre eux, la jeune fille qui n'a qu'une espérance au début de la série, celle de se marier, d'avoir une vie rangée, et ainsi de suite. Le jeune homme qui est homosexuel et qui assume parfaitement son homosexualité, finalement, on retrouve des personnages que l'on connaît, que l'on côtoie par ailleurs. Et c'est là où c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire, ce sont des personnages
communs, mais qui sont confrontés à des situations absolument exceptionnelles. Et on se demande parfois, en regardant son propre entourage, comment est-ce que cet entourage réagirait notamment par rapport à un meurtre. Et alors dans ces manifestations, certes, les sociétés sont différentes, mais là, on a quand même le reflet, à mon avis, d'une certaine jeunesse et surtout d'une certaine, on va dire, appétence à la violence. Alors, ce que vous dites aussi, hein, c'est qu'en criminologie, donc, il existe une théorie qui s'appelle donc la soupape de sécurité, selon laquelle la représentation du crime permet de ne pas passer à l'acte en projetant la violence sur des supports scénarisés. Oui. En gros, finalement, on va être suffisamment satisfait par ce qu'on va avoir à la télé pour ne pas le faire soi-même. Ça va combler notre appétence pour le crime. Ah, c'est absolument ça. C'est-à-dire, on peut avoir des pulsions meurtrières, tout à chacun. Cette idée de soupape de sécurité qui est défendue par Léoté est assez intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle est justement très émagée. Donc, on a une envie de meurtre par rapport à quelqu'un. Parfois, c'est sur des motifs absolument futiles. Moi, aujourd'hui, j'ai une belle chemise blanche. On renverserait un café dessus ou un verre de vin, je serais vraiment très énervé. De là, vouloir tuer quelqu'un, non. Et là, dans cet aspect-là, c'est-à-dire, on va projeter l'idée, tiens, je vais pouvoir passer à l'acte. Comment faire pour passer à l'acte? En voyant dans la série les façons dont on passe à l'acte et les conséquences, ça permet finalement de se défouler d'une certaine façon de toutes ces envies qui sont des envies meurtrières. Donc c'est là où c'est assez intéressant. Mais c'est justement l'autre aspect de la soupape de sécurité, c'est-à-dire que ça produit l'effet inverse à l'égard de ce que Léoté appelait les individus faibles, les mineurs, donc les enfants, et aussi les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques. C'est-à-dire que par rapport à ces personnes-là, elles peuvent avoir une forme de fascination pour la série avec cette volonté-là de reproduire ce qui s'y déroule. On a parfois quelques cas divers de ce type-là. Bien sûr, ça arrive. Ouais. Ils sont limités, des gens qui s'imprègnent, enfin, qui recopient en fait ce qu'ils ont entendu. Tout à fait. Qu'ils vont reproduire un crime ou reproduire quelque chose qui s'est produit parce qu'il a exercé une fascination. Et on peut s'interroger, c'est-à-dire tout dépend de la façon dont on regarde la série. Parce que même la série semble donner, et c'est l'expression How to Get Away, c'est-à-dire semble donner le mode d'emploi, comment je vais m'en sortir si je commets un meurtre. Oui, alors parce que c'est quand même aussi, Michael Bennilouche, cette série, et d'ailleurs votre livre le montre bien, un peu un mode d'emploi pour criminels. Oui, c'est ça. C'est un mode d'emploi pour criminels. Comment mentir et que le mensonge produise l'effet escompté, comment se taire et que le silence produise l'effet escompté. Oui. Mais ça donne beaucoup d'enseignements. En cours, par exemple, j'ai une difficulté dans un de mes cours qui est l'enseignement du droit au silence. Très intéressant, un sujet très intéressant. Tout à fait. On vient donc, la personne, lorsqu'elle est placée en garde à vue et aussi devant le juge, elle n'est pas obligée de coopérer aux poursuites qui sont exercées devant elle. Alors, quand on explique ça aux étudiants, ils se disent, bon, très bien, il faut donc que le client se taise. Ça peut être une tactique qui est une mauvaise tactique. Pourquoi ? Parce que le silence, il peut refléter ou faire croire, créer une suspicion. Donc tout dépend de la façon dont on procède. Mieux vaut parfois, dans une procédure, ici d'abord, essayer de construire une théorie, un mensonge. Et ce mensonge, pourquoi ? Parce que la personne ne prétend pas serment, celle qui est poursuivie. En construisant un mensonge, elle peut essayer de faire croire ou de désorienter la police. Finalement, tout ceci, la procédure pénale, ne serait pas un jeu entre des autorités de poursuite, d'une part, et puis d'autre part, la personne qui est poursuivie. La personne qui est poursuivie, pourquoi est-ce qu'elle ne mentirait pas pour chercher à les égarer ? Je me souviens d'une hypothèse que j'avais connue, je ne donnerai pas de détails, mais d'un chef d'entreprise ici qui faisait l'objet d'une garde à vue pour abus de biens sociaux. Et il y avait une idée de recel d'abus de biens sociaux, c'est-à-dire en gros, il avait piqué dans la caisse. C'est ça, il piquait dans la caisse et il en profitait à titre personnel. Ou doublement d'ailleurs. Lors des premiers interrogatoires, plutôt que de pratiquer son droit au silence, il insistait tout particulièrement sur le fait qu'il ne fallait surtout pas inquiéter sa maîtresse et il désignait une de ses subordonnées. Au bout de quelques temps, les policiers ont commencé à s'inquiéter sur cette maîtresse, ils l'ont même convoquée, puis ils l'ont gardée en garde à vue, etc. Il a réussi comme ça à gagner quelques heures sur sa garde à vue, sa maîtresse n'avait absolument rien à voir avec ça, il a gagné quelques heures sur sa garde à vue, ce qui fait que finalement les policiers n'ont pas eu tout à fait l'effet escompté. Alors certes, il a été mis en examen, mais finalement... Donc c'est How to Get Away, c'est tout type d'infraction. Toute infraction. C'est-à-dire que ce manuel à l'usage d'eux, ce n'est pas uniquement pour les crimes les plus sanglants. Non, c'est ça, même en cours, quand on est... Alors, est-ce que c'est aujourd'hui, Michael Bennilouche, parce que lorsqu'on regarde cette série, quand on en regarde d'autres, on a l'impression quand même que les avocats, les juges, tout le monde a une certaine liberté aux États-Unis dont ne disposent pas aujourd'hui les avocats français ou les juges. Il y a une espèce de forme d'autonomie, de liberté même de ton à l'audience. Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui en France ? Alors, c'est pas possible en France, parce que l'avocat, là, c'est beaucoup plus ancré, reste un auxiliaire de justice. Il y a des manifestations extérieures.
d'ailleurs. Le port de la robe, par exemple, le costume judiciaire pour l'ensemble des protagonistes, ça c'est un point qui est tout à fait qui détonne. Donc il y a quand même un certain décorum, mais on voit chez les nouveaux avocats, si on relève d'une génération, par exemple, on prend chez les pénalistes Maître Henri Leclerc, c'est pas du tout le cas, mais dans les nouvelles générations, on voit des formes qui étaient autrefois arrogantes, aujourd'hui agressives de plaidoirie, qui sont pratiquées parfois, avec des poursuites disciplinaires qui n'ont pas tout le temps lieu. Il y a quelques infractions qui sont susceptibles d'être commises à cette occasion-là, mais les outrages à magistrats, par exemple, mais qui sont peu finalement... Alors même que le droit américain est beaucoup plus dur là-dessus. Pour un contempt of court, c'est-à-dire le fait de refuser d'obéir à l'ordre du juge, on peut aller jusqu'en prison. Oui, c'est ce qu'on voit dans les séries. Un avocat menotté à la barre, et emmené en plein procès parce qu'il a refusé de dévoiler je ne sais trop quoi. Tout à fait, c'est ça. Alors, est-ce que votre fascination, Michael Bennilouche, pour le droit pénal, mais pour ce qu'il recouvre et pour ce à quoi ce qu'il vous fait vivre, est-ce que cette fascination est toujours intacte ? Oui, cette fascination, elle est intacte. J'ai été quelque temps avocat, maintenant je suis enseignant à divers titres, et c'est tout à fait intact. C'est cette idée de transmettre un savoir à travers justement l'évolution du droit pénal, de la procédure pénale. Et on a beaucoup de chance de ce point de vue-là, grâce aux législateurs et à cette instabilité. Il y a une nouvelle loi toutes les 2 ans et qui est importante. Eh bien, il faut tout le temps renouveler sa façon. Et puis l'actualité juridique. On est au lendemain, ce sera peut-être pas le lendemain, mais de cette décision concernant Georges Tron, vos réactions, Michael Bennilouche. De ce point de vue-là, voilà, ça tombe très bien que vous fassiez ça. J'étais en train, juste avant de rentrer en studio, de discuter gentiment sur Twitter. Alors, bien évidemment, de ce point de vue-là, il y a quand même une ancienne ministre qui se permet de dire il faudrait inverser la charge de la preuve, que c'est pas normal d'acquitter. Que le doute ne devrait pas profiter à l'accusé, en gros. Il devrait profiter à qui, on ne sait pas, mais... Il faut faire attention. C'est-à-dire, d'une part, il y a la présomption d'innocence, il est acquitté, donc au regard de la justice aujourd'hui, Georges Tron est innocent. Très bien. Mais il y a des procédures qui permettent de faire appel de cette décision. Et peut-être que dans quelques années, la décision sera autre. Donc, dans ce cas-là, il faut respecter l'institution judiciaire, parce que quand bien même on peut comprendre la souffrance des victimes, on peut aussi s'interroger sur la qualification qui a pu être retenue dans ce dossier, ou encore de savoir si le dossier repose sur véritablement des preuves. Voilà, parce qu'on l'a peut-être pas dit, parce qu'on a dit beaucoup de choses, Michael Bennilouche, mais finalement c'est quand même la preuve, l'administration de la preuve dans toutes ses formes, qui est ce qui fait vivre le droit pénal. Hein. Dans la série, c'est. Alors d'ailleurs, vous dites que c'est un petit peu pauvre là-dessus, la série, techniquement. Ils sont ils sont un peu loin là. Ils sont juste à rechercher les appels téléphoniques, etc. Ils sont les fadettes, les appels téléphoniques. C'est pas grand chose. Pour ça, un James Bond est meilleur, avec un James Bond avec toutes les. Ou les experts, etc. Comme vous le dites. Tout à fait. Mais là, la série, je pense, elle est plus axée sur un aspect qui est un aspect psychologique. Et qui est donc du coup. Oui, parce que vous le dites, être avocat, être pénaliste, c'est aussi être un peu un psychologue de tous les jours, quoi. Ah, complètement. Quand on pratique de façon générale cette matière, on se retrouve souvent dans des situations dans lesquelles il faut essayer véritablement de faire œuvre de pédagogie auprès de ses clients, pour moi auprès des étudiants également. Quand on a un client victime, on ne peut pas se comporter de la même façon, etc. Et d'expliquer véritablement le... Bon, alors soyons tout à fait honnêtes, Michael Bennilouche, vous avez repéré dans vos cours ce que vous allez embarquer un jour dans votre cabinet si vous reprenez la robe. Oui. C'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait, dans ma prépa, j'arrive comme ça à détecter quelques talents. Et ces talents-là, par la suite, je les présente justement à des avocats qui sont des avocats que je connais également. Parce que souvent, c'est une attitude aussi des avocats de me dire, bon, voilà, il y a beaucoup de diplômes qui sont très valorisants, lesquels il faut choisir comme étudiant quand ils postulent. Donc moi, j'essaie de faire ça, de la mise en relation. Je pense que c'est lié à ça, et que les universités se sont beaucoup trop coupées justement du monde judiciaire. Oui, complètement. Et dans la formation, c'est manifeste. Alors, Michael Bennilouche, le moment est venu de nous séparer. How to Get Away With, le droit pénal, une plongée donc dans cette série qui s'appelle en français Murder et qui donc décortique à la pince à épiler, Michael Bennilouche, dans tous ses aspects, non seulement la série, le droit pénal français, américain, et surtout nos sociétés et tout ce qu'elles présentent comme situation les plus incroyables en réalité. Ces moments fascinants que réserve le droit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Et je ne l'ai pas dit, donc c'est le moment quand même de le faire, que votre livre est publié, Michael Bennilouche, dans une collection qui s'appelle Le meilleur du droit,
aux éditions Henrique B Édition. Henrique, ENRICK Édition. Et dans toutes les bonnes librairies, comme on le disait, il fut un temps. À bientôt. À très bientôt, au revoir.